Un conflit socio-cognitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formateur, il a des connaissances, hem et le participant a des connaissances aussi, et il faut qu'il y ait un conflit entre les 2 pour que le participant comprenne ce qui ne va pas dans ses connaissances initiales et le transforme en connaissances justes et ancrées dans sa mémoire, ce qu'on appelle un apprentissage. Et donc il y a un conflit social parce qu'il y a plusieurs personnes et cognitif parce qu'on va mélanger les idées. Ça, c'est important. Il y a, Gaston Bachelard qui disait que, le un des problèmes qu'ont les professeurs à son époque, donc les enseignants de maintenant, c'est qu'ils considèrent que les élèves, les enfants, sont une page vierge. C'est-à-dire qu'on peut, leur amener nos connaissances sans qu'ils bronchent parce que de toute façon, ils ont pas d'avis. En fait, tout le monde a déjà des avis sur les choses. Bon matin à tous, je suis Camille et si vous ne me connaissez pas, sachez que j'agis chaque jour pour prévenir et gérer les risques psychosociaux. Le reste du temps, j'investis le monde du podcast pour aider les dirigeants, les RH et les managers à contribuer à l'amélioration de leur environnement de travail. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette mission, j'ai reçu dans le podcast Adrien Fillon. Et si vous traînez un peu sur Instagram et Twitter, vous le connaissez sûrement sous le nom de Dr Papers, où il décrypte les études en psychologie sociale. De mon côté, ça fait un petit moment que je suis Adrien sur les réseaux sociaux et un jour, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de l'inviter dans le podcast. J'avais fait mon petit plan, je lui ai envoyé les sujets que j'avais en tête et là, je reçois une réponse et il me dit, bah oui Camille, moi ça m'intéresse, mais je te propose qu'on parle de formation professionnelle. Alors, je vous avoue que j'ai été surprise et que ça m'a intriguée. J'avais hâte de voir ce qu'il pouvait nous amener sur le podcast Adrien. Je vous avoue, j'ai pas été déçue et vous ne le serez pas non plus. Cet épisode est tellement riche en informations que j'ai dû le couper en 2 épisodes. Et puis, on a notamment parlé d'e-learning et de motivation, des armes du formateur pour pouvoir mieux enseigner grâce à la gamification, mais aussi de PowerPoint et du fait qu'il n'a pas d'impact sur l'apprentissage. Ouais. Bon, allez, moi je m'arrête là et je vous laisse en compagnie d'Adrien Fillon. Bonjour Adrien, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, d'autant plus que ça fait longtemps que je te suis sur ton compte Twitter et aussi sur Instagram, où tu portes d'ailleurs le nom de Dr Papers. Et d'ailleurs, tiens, pourquoi ce nom? On va commencer par là. Bah, en fait, à la base, ça a commencé, quand, je voulais faire ma thèse. Donc moi, j'ai fait une licence et un master en psychologie sociale et en fait, quand j'ai voulu démarrer ma thèse, j'ai eu un souci avec, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie, qui était censée valider ma thèse et j'ai pris 1 an de retard par rapport à ça et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire pendant cette année-là?» Et je me suis dit: «Ben, moi, comme je lis beaucoup d'articles scientifiques, je vais vulgariser des articles scientifiques que je lisais». Et donc je me suis dit: «Ben, je connaissais que les chaînes YouTube, je connaissais pas grand-chose d'autre, à cette époque». Donc je me suis dit: «Je vais me lancer dans une chaîne YouTube». Et on a fait des brainstorms avec des copains et bon, il y avait docteur parce que j'allais devenir docteur et il fallait trouver une rime, un jeu de mots. Je sais plus qui a sorti Dr Papers en référence à la boisson Dr Peppers que j'aime bien, mais sans plus non plus. C'est une boisson que j'aime bien, mais pas plus que ça. Et c'était C'est marrant. pas Et un du coup, placement de produit. exactement. Et du coup, après, bon, les années ont passé. J'ai commencé à me mettre sur Instagram. Bah, c'est les mêmes copains qui m'ont poussé sur Instagram et par la suite, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la parentalité en découvrant, toutes les dérives de la parentalité bienveillante et cetera, notamment parce que ma femme était vraiment, intéressée par ces sujets-là et donc on a fait un second compte qui s'appelle Docteur Pampers, toujours dans les mêmes idées des jeux de mots, quoi. Et ben là, par contre, tu me l'apprends parce que je l'ai jamais vu, ce compte-là. Donc, OK, bah, après notre voilà, discussion, je vais voilà. aller le voir, Après, il a ce 1 mois et compte-là. demi, hein, je dois avoir 3 publications dessus, mais l'idée, c'est de remettre un peu de scientificité, dans la parentalité et de proposer un petit peu un regard critique sur ce qui est dit, à la fois par les tenants de la parentalité bienveillante et puis à la fois, pour informer de manière plus générale, quoi. Alors, je sais que c'est pas notre sujet de base, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai quand même une question et je peux pas la laisser passer. Et je suis sûre que de toute façon, il y a beaucoup de parents qui nous écoutent aussi, donc ça va aussi leur intéresser. Mais les intéresser, pardon. Mais alors, qu'est-ce que ta compagne a vu ou que toi t'as vu qui a fait que vous avez dit non, il faut vraiment qu'on lance un compte là-dessus, qu'on parle des dérives de la parentalité bienveillante, ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a marqué qui fait que vous avez envie de mettre plus de science là-dedans? Voilà.
Euh, alors moi, personnellement, ça a été une escalade progressive par rapport à ça. En fait, c'est des personnes qui me suivaient sur mon compte Dr Peppers qui m'ont posé des questions en me disant, est-ce que tel article, tu peux le décortiquer, le critiquer, etc., sur plein de sujets différents. Et de temps en temps, on me proposait des articles principalement liés à l'allaitement. Parce qu'il y a les tenants de l'allaitement qui disent il faut absolument allaiter. On parle d'or blanc, par exemple, pour parler du lait, en disant que les recommandations de l'OMS, c'est qu'il faut absolument allaiter jusqu'à 6 mois minimum, voire jusqu'à 2 ans. C'est les recommandations de l'OMS. Et donc, il faut allaiter. Or, ce qu'on observe en France principalement, c'est qu'il n'y a pas, enfin, les problématiques en France ne sont pas les mêmes que dans le reste du monde, notamment les problématiques liées à l'eau potable, qui font que, bah oui, effectivement, les laits en poudre, quand tu n'as pas d'eau potable, c'est compliqué et ça peut être vite dangereux, ce qui est pas le cas en France. Derrière, il y a d'autres arguments du style que ça renforce l'immunité. Or, quand on discute avec des chercheurs qui travaillent sur le milieu de l'immunité, effectivement, on se rend compte que le lait maternel, ça va diminuer légèrement le risque d'otite, ça va diminuer légèrement des problèmes aux intestins, mais ça ne dure pas dans le temps et voilà, c'est durant les 2 premières années, bon, tu auras un petit peu moins mal au ventre, tu auras un peu moins d'infection au ORL et c'est à peu près tout. Et c'est en moyenne, c'est-à-dire que ton enfant, tu peux l'allaiter au sein tant que tu veux, peut-être qu'il aura quand même plusieurs otites à répétition et tu peux pas trop le prévoir non plus. Donc voilà, c'était remettre un petit peu de scientificité là-dedans. Sachant que ouais, l'allaitement, c'est un gros sujet et c'est pour ça que j'ai fait mon premier post dessus, notamment sur la composition des laits en poudre, parce qu'on a un peu l'impression que c'est que du chimique dedans. En fait, quand tu regardes les normes, c'est exactement les normes de la moyenne de ce qu'on trouve dans le lait maternel, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi un livre par Marie Chétry j'ai oublié le nom, mais sur justement la parentalité bienveillante, où elle prend point par point tout ce qui est dit dedans et elle décortique ça. Et je me suis dit, son livre, il est très intéressant, mais c'est plus un livre où elle fait beaucoup part de témoignages. Et je me suis dit, on peut faire la même chose, mais non pas avec des témoignages, mais plutôt en mettant de la scientificité dedans. Et donc, j'ai essayé un peu de compléter. En fait, j'ai beaucoup des idées de ce que je mets dans les Dr Peppers qui viennent de son livre que je recommande beaucoup pour ceux qui ont baigné justement dans les dogmes de parentalité bienveillante pour un peu remettre en question tout ça, quoi. J'ai juste envie de faire un podcast là-dessus parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais je vais quand même mettre Et son tu livre dans pourras les notes de l'inviter, elle, hein, l'épisode. elle s'y connaît beaucoup mieux que moi sur ce sujet. Ça pourrait être un mix entre tous les deux avec cet aspect scientifique, puis elle, c'est les témoignages qu'elle a recueillis, puis son livre, ce serait super intéressant. Sachant Mais qu'elle, bon, elle est biologiste, et donc enfin, du coup, tout ce qui est composition de lait, etc., elle est très pointue dedans aussi. Ça, c'est super intéressant à ce oh, niveau-là, même sur tout ce qui est maladie de manière générale. Donc, on va, ouais, super intéressant. on va noter ça. Bah, merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, je suis quand même obligée de passer au sujet quand même principal, parce qu'on va aussi parler d'engagement, de gamification, de créativité aussi, et notamment dans les formations professionnelles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet? Donc moi, quand j'étais en Master 1, je travaillais sur les biais cognitifs et la philosophie expérimentale, à savoir la croyance au libre arbitre. C'est vraiment un truc qui me plaisait vachement. Le problème, c'est que il n'y a pas de financement sur la croyance au libre arbitre. Globalement, les entreprises s'en fichent un peu. Les universités, moi, j'avais du mal à imaginer une carrière universitaire parce que l'état des universités françaises me donnait pas trop envie, surtout ce que je voyais moi dans mon laboratoire pour lequel je travaillais, pour lequel je faisais mon master. Et du coup, en master 2, j'ai continué à travailler sur le libre arbitre et les biais cognitifs, mais j'ai aussi fait un stage dans un organisme de formation, un petit organisme de formation, c'était peut-être 20, peut-être 30 personnes dans Paris, qui faisait en fait beaucoup de formations sur mesure, très innovantes. On avait fait d'ailleurs des publicités pour Nespresso, les publicités Nespresso françaises. J'ai aidé à les faire. Le Ouais, What ça fait else? partie Ouais, ouais, exactement. Et aussi, on a fait d'autres séries, mais cette fois, c'était des séries sur le développement personnel pour les managers qu'ensuite ils vendent aux entreprises, où ils proposent à côté des workshops, voilà, des petites formations à côté. Donc, ils font passer la série qui dure 5 minutes l'épisode, tu as 5-6 épisodes, et durant les épisodes, tu vas travailler certaines compétences individuelles, etc.
Et donc, voilà, j'ai aidé en partie à réaliser la série et puis après à le diffuser et puis à faire des formations avec. Et en fait, c'était hyper intéressant. C'était une entreprise très innovante. Tu avais ta place même en tant que stagiaire. Moi, du coup, j'étais stagiaire. Tu avais ta place. On était correctement payé, ce qui est très rare, surtout quand tu fais de la psychologie. On était bien payé. Tout ce qu'on faisait était intéressant. Quand on amenait des principes scientifiques, on était écouté et ils voyaient pourquoi pas pouvoir le mettre en place. Et je me suis dit, mais en fait, les formations professionnelles, c'est trop bien, c'est vraiment un truc que j'adore. Enseigner auprès d'étudiants à la fac, c'est super, mais en fait, enseigner auprès d'adultes en formation professionnelle, c'est super aussi. Et donc, je me suis dit, pour ma thèse de master, pour ma thèse, je veux aussi travailler dans un organisme de formation. Et donc, j'ai démarché tous les organismes de formation que je connaissais. Et il y en a un qui m'a reçu et qui m'ont dit, on peut travailler ensemble. Et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse dans un organisme de formation. À savoir qu'au début, le sujet de ma thèse initiale, c'était comment on peut évaluer correctement la satisfaction et l'apprentissage en organisme de formation. Quand j'ai rencontré le directeur de cette entreprise, il m'a dit, nous, on sait qu'on fait des formations de qualité, on n'a pas besoin de mesurer ça. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt d'amener de l'innovation et donc plutôt de mesurer l'impact de la gamification sur la formation. C'est comme ça que je suis rentré plutôt dans la gamification, sans beaucoup d'intérêt au départ, mais bon, je suis un peu geek, donc je me suis dit, ça peut quand même être intéressant voilà, de travailler sur ces sujets-là. Et donc ça, c'était pareil sur l'apprentissage et la satisfaction. Mais après, moi, ce sur quoi ça a évolué par la suite, c'est plutôt comment on peut aider les formateurs à être plus innovants, plutôt que de s'intéresser aux participants et comment il est plus intéressé, qu'il apprend mieux, etc. avec la gamification. C'est plutôt comment le formateur peut avoir des meilleures armes grâce à la gamification pour enseigner. D'ailleurs, l'immense majorité de la gamification n'est pas dans des formations. Parce qu'en fait, chaque application mobile qu'on a est gamifiée d'une manière ou d'une autre, hein. Le fait juste de mettre des pastilles sur le téléphone, c'est une partie de la gamification. Donc, ça a pour objectif d'engager. Et engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que la personne utilise ce qu'on a envie d'utiliser et l'utilise longtemps. Donc, pour ce qui est des applications pour téléphone, c'est qu'ils viennent sur l'application de téléphone et qu'ils l'utilisent longtemps, c'est qu'il y reste longtemps. Pour les formations, c'est qu'il est vraiment de l'intérêt à apprendre des choses avec la formation et que ça dure dans le temps, que ce n'est pas juste par rapport à la tâche précise qu'on lui donne, mais que ça reste pour toute la formation. Donc effectivement, il y a plein de possibilités derrière pour le formateur d'augmenter l'engagement par rapport à ces outils-là. Alors, on va avoir par exemple des tableaux blancs numériques ou des tableaux blancs normaux, hein. Typiquement, les paper plans qu'on va utiliser, on peut mettre des gommettes dessus, on peut mettre des post-it, on peut mettre pas mal de choses et ça fait en sorte que le participant est plus actif. Quand il va aller poser sa gommette, il va devoir se lever, aller vers le tableau et poser sa gommette. Ça le rend beaucoup plus actif que juste lever la main et dire quelque chose. Ça va être aussi, on a parlé des serious games, donc typiquement des jeux de plateau, ça favorise un peu l'imaginaire, c'est des règles différentes. Voilà, ça sort un petit peu du quotidien, il peut y avoir un peu de compétition, il peut y avoir beaucoup de coopération, on préfère la coopération à la Et compétition. là, je suis désolée, je vais justement, je voulais t'interrompre là-dessus parce que j'ai regardé un webinaire de toi où tu parlais de cet aspect compétition, collaboration. Et de ce que j'en ai retenu, tu me disais quand même, enfin, t'expliquer dans ce webinaire que là, c'est le mix entre compétition et collaboration qui va faire que les personnes vont être plus engagées, mais qu'il n'y a quasiment pas d'effet si, par exemple, on va créer une formation où il n'y a que de la compétition ou que de la collaboration. Ça engage beaucoup moins les participants. Ouais, alors dans ce fameux webinaire, en fait, je reprenais deux méta-analyses récentes sur le sujet. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir de ces méta-analyses, c'est que la littérature scientifique actuelle n'a pas tranché la question, précisément parce que les études faites actuellement ne sont pas suffisamment rigoureuses pour toutes choses égales par ailleurs, quoi. On ne maîtrise pas suffisamment le toutes choses égales par ailleurs pour être sûr que c'est bien l'aspect compétitif ou l'aspect coopératif qui fait que c'est ça qui améliore l'apprentissage ou pas. Il n'empêche que l'hypothèse la plus probable que l'on peut avoir, c'est que la compétition ou la coopération seule ne suffit pas, mais que ce serait plutôt effectivement faire les deux. Ça veut dire quoi, faire de la coopération et de la compétition? Ça veut dire en fait faire de la compétition en équipe. C'est-à-dire deux équipes qui s'affrontent compétitivement, mais chacun est dans une équipe, ce qui fait que la responsabilité individuelle est moindre. Vu qu'on est dans une équipe, on perd ensemble. Si on perd,
ça crée moins de réactance et moins de frustration à la fin, quoi. C'est un peu ça l'idée qu'il faut retenir à ce niveau-là. Juste par rapport aux outils qu'on utilise, on peut aussi utiliser des simulations, par exemple des jeux de rôle, ce qu'on utilise beaucoup quand, par exemple, on veut faire des simulations de RH, des simulations de, de conduite de réunion, par exemple, on fait des simulations. Mais on peut aussi faire des simulations plus virtuelles, enfin, qui stimulent un peu plus l'imaginaire, où on va incarner des personnages plutôt que de simuler une situation réelle. Il y a plein de manières d'engager. En fait, il y a plein d'outils différents pour ça. Ouais, mais justement, quand tu parles de simulation, moi, je me dis, est-ce que la simulation, tu sais, quand tu as des participants qui sont plus extravertis et puis d'autres qui sont plus introvertis, est-ce que justement la simulation, le fait d'être exposé devant tout le monde, va plutôt faire que bah, toi, en tant que personne introvertie, bah, tu vas peut-être pas aimer ça, tu Mm. vas te sentir, tu sais, plus regardé par les autres et puis tu vas pas te sentir peut-être à l'aise. Puis je sais que dans beaucoup de formations, des fois, on veut ça, tu sais, comme mettre quelqu'un un peu là, puis tu fais la simulation. Est-ce que vraiment ça stimule l'apprentissage par rapport à ça ou pas? C'est comme l'idée de, quand on parlait juste avant de collaboration-compétition, en Mhm. fait, pour moi, le principe est le même, c'est que c'est au formateur de savoir gérer les équipes. Et de la même manière, dans les jeux de rôle ou les simulations, c'est à l'animateur aussi de créer un climat qui soit bienveillant ou un climat qui en fait encourage le fait qu'on ne critique pas, par exemple, une personne qui incarne mal son personnage ou incarne avec un peu moins d'entrain son personnage, mais aussi de créer un climat où il n'y a pas une personne qui monopolise la parole non plus. De la même manière, quand on parle de coopération et de compétition, imaginons qu'on a deux équipes l'une en face de l'autre, typiquement où on doit répondre le plus vite possible à un quiz, bah, si dans chaque équipe, il n'y a qu'une seule personne qui prend la parole, il y a un problème. Donc il va falloir, pour le formateur, faire tourner la parole. Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est créer un climat qui fait que chacun est investi et engagé dans l'activité, que chacun ait sa place, que chacun ait son temps, et que chacun puisse se tromper et que ça améliore l'équipe de pouvoir se tromper. En fait, c'est en se trompant qu'on va rectifier et qu'on va apprendre. Donc ça, c'est vraiment créer un climat qui permette ça. Comment tu crées ce climat-là? Ben, il y a plein de manières différentes, mais une manière différente, c'est de se livrer. Et en fait, les icebreakers qu'on utilise au début de formation pour casser la glace ont cet objectif-là. En fait, c'est leur objectif, qu'ils réussissent avec plus ou moins d'intérêt. Et c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de littérature scientifique sur les icebreakers. Mais c'est leur objectif, c'est-à-dire que tu as des icebreakers où tu te livres très peu. Un icebreaker que j'aime bien parce que tu te livres un peu, mais pas trop, c'est en ligne. C'est un icebreaker en ligne. Tu as une carte de la France, bon, du coup, ou du Canada, ou du monde entier, comme tu veux, où tu te places, tu mets un post-it où tu te places où tu es et tu vas placer dessus une musique que tu aimes bien. Donc, tu te livres un peu où tu dis, bah voilà où on se trouve. Ça te permet en plus d'avoir, savoir où tout le monde se trouve, quoi. Et en plus de ça, bah, tu vas après expliquer pourquoi c'est ta musique préférée, c'est lié à un événement, c'est lié à quelque chose, et du coup, tu vas livrer une partie de toi. C'est une manière assez simple de se familiariser les uns avec les autres, parce qu'il y a beaucoup d'icebreakers sur lesquels c'est bien, on connaît le prénom de quelqu'un d'autre, mais parfois ça suffit pas trop. Il y a aussi l'idée dans les icebreakers de se présenter un peu plus longuement avec une seule personne, c'est-à-dire que tu es un groupe de 6, tu les sépares 2, 2 et 2, et tu les fais s'échanger. Et la personne doit présenter au groupe la deuxième personne avec qui elle a échangé. Ça te permet de te livrer avec cette personne et de ne pas te livrer que toi-même. Il y a plein de manières en fait de créer cet effet de familiarité. Et ensuite, donc ça c'est vraiment la première étape. Mais la deuxième étape derrière, c'est aussi quand des participants qui vont un peu plus prendre la parole vont se tromper, c'est de les encourager en fait à se tromper et pas les amener dans un climat un peu plus réactant à ce niveau-là. Après, ça, c'est vraiment le niveau simple, mais si on prend des niveaux un peu plus compliqués, typiquement dans les formations à distance, comment on fait pour faire mettre le micro ou faire mettre la caméra aux participants, c'est des choses un peu plus compliquées. Alors, il y a des techniques d'engagement qui peuvent fonctionner un peu. Il y a un formateur qui me disait une fois que quand les participants mettaient leur micro, la plupart des participants mettent leur micro, mais beaucoup moins la caméra, il disait je vous entends, mais je ne vous vois pas encore. Et en disant encore, ça favorise l'idée que il va falloir mettre sa caméra, quoi.
Donc, Sans faire la voilà. demande de dire mettez votre caméra, c'est ça. C'est ça, parce que bah, la personne derrière, si tu lui demandes, peut te dire ah non, moi je préfère pas la mettre. Alors que quand tu dis je ne vous vois pas encore, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est des histoires de pourcentage, hein. C'est possible qu'ils te disent bah, de toute façon, j'ai pas de caméra, je la mettrai pas. Mais voilà, faut essayer de jouer avec les pourcentages pour améliorer un peu l'engagement à ce niveau-là. Et ça arrive aussi que derrière, les participants qui sont un peu réactants au début, qui veulent pas mettre leur caméra, quand ils voient que tout le monde met la caméra, qu'il y a des échanges dans la salle et tout, le mettent progressivement aussi, ça arrive. Oui, complètement. Et là, justement, tu parlais aussi des formations à distance. Je suppose que c'est plus difficile d'engager les participants en formation à distance qu'en formation en présentiel. Qu'est-ce qu'il a comme outil, justement, le formateur pour pouvoir engager ces personnes-là quand elles sont plus à distance? Je pense pas que ce soit plus compliqué d'engager à distance qu'en présentiel. Je pense surtout que c'est complètement différent. C'est pas les mêmes dynamiques de groupe. C'est pas en présentiel en fait, l'engagement se fait beaucoup le midi quand tout le monde va manger ensemble. Mais dans les formations à distance, dans les formations en présentiel où les gens mangent pas ensemble, ça se fait pas beaucoup, hein. J'avais l'impression que si le formateur a pas envie de manger avec les autres, il y a un truc qui se passe pas, qui se passe quand ils mangent ensemble, par exemple. Pareil pour les pauses. Euh, à distance, bah, en fait, je sais pas trop comment expliquer ça, mais la dynamique de groupe est vraiment différente. Euh, En fait, quand tu es en présentiel aussi, il faut voir les participants qui, quand ils ont un ordinateur en présentiel, bah, peuvent très facilement faire des choses sur ordinateur, vont avoir le téléphone qui est posé à côté et le formateur voit la personne qui a le téléphone posé à côté. Euh, et des fois, il peut être un peu frustré et ça peut pas forcément très bien se passer à distance. Euh, Tu es toujours un peu obligé de mettre ta caméra. Et en fait, le fait que tu aies ta caméra fait que tu te sens observé. Et le fait que tu te sens observé fait que tu es un peu plus engagé aussi et qu'il faut quand même que tu suives. Franchement, il n'y a pas aujourd'hui d'études, en tout cas, j'ai pas lu d'études qui montraient que les participants à distance étaient moins engagés qu'en présentiel. Ce qui est sûr, c'est que les MOOC ou tout ce qui est asynchrone, e-learning, il y a un engagement qui est beaucoup, beaucoup plus faible que dans les formations synchrones. Oui, mais j'avais Euh, vu que il y avait, alors pour les mots, qu'il y avait beaucoup de personnes, par exemple, tu avais plus de 4. Alors, comment j'avais vu ça justement en préparant l'épisode et j'ai trouvé ça intéressant comme donnée. Euh, Ça venait d'une étude sur les MOOC. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Tu vois, c'était écrit que les désengagements peuvent être forts en formation à distance. Les MOOC en sont un bon exemple avec un taux d'inscription fort, mais environ 10% des ouais. inscrits seulement qui vont au bout. Même moi, quand je parlais de formation à distance, je parlais que de formation synchrone. C'est-à-dire, tu as OK. le formateur et les participants en même temps. Mais en fait, le problème, c'est que c'est aujourd'hui, les distinctions sont plus aussi claires qu'avant. Au début des années 2000, tu avais les formations à distance et les formations en présentiel, point. Les MOOC, ça arrivait un peu plus tard. Et après les MOOC, il y a eu tout ce qui est e-learning. Après, il y a eu ce qu'on appelle les formats sur étagère où tu vas faire du micro-learning, etc. Et du coup, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as des parcours blended où tu vas avoir du micro-learning, après des MOOC, après du présentiel, après on retourne sur tout ça, c'est très compliqué. Moi, ce dont je parlais, c'est l'engagement entre présentiel et distanciel, mais uniquement quand le formateur est directement avec les participants. Effectivement, pour ce qui est des MOOC ou du e-learning, c'est les participants qui sont déjà motivés et qui ont un vrai objectif à la fin du e-learning qui font qu'ils vont jusqu'au bout. Les autres s'en fichent un peu et laissent tomber au bout d'un moment. Si tu fais du e-learning ou un MOOC parce que bah, tu es intéressé par la thématique, souvent tu vas regarder les deux, trois premiers cours et après tu laisses tomber parce que tu en as marre au bout d'un moment, tout simplement. Donc ouais, ouais. Et comment est-ce que... non, avant de te poser cette question-là, j'en avais une autre, parce que tu disais par rapport aux éléments engageants et aussi ceux qui désengagent complètement. Tu as le PowerPoint que je pense que beaucoup de formateurs utilisent, et je pense tous les formateurs, je n'ai jamais croisé un formateur qui n'utilisait pas de PowerPoint, mais j'ai eu la surprise d'apprendre que ça permet juste de satisfaire le participant et le formateur sans que ça ait plus d'impact que ça. Est-ce que je Et ça n'a traduis pas bien? d'impact sur l'apprentissage. Quand on regarde le lien entre l'utilisation de PowerPoint et l'apprentissage, on ne voit pas de lien. Donc, c'est pas fait pour apprendre le PowerPoint. Donc, ça sert à quoi? Bah, effectivement, ce que tu viens de dire. Le formateur a l'impression d'avoir été utile en produisant quelque chose.
Le participant est content parce qu'il repart avec quelque chose de tangible. Donc, ils sont contents. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu es content que tu as appris quelque chose et vice-versa. Donc, Est-ce que parfois, justement, quand ils viennent en formation, ils veulent pas juste passer un bon moment et être contents, même si le but, c'est reste comme apprendre, mais tu sais, si le formateur, au final, il est eh comme ben, satisfait. c'est un gros problème quand tu étudies la gamification. Alors, quand tu étudies plein de choses, c'est un gros Mhm. problème, mais précisément quand tu étudies la gamification, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer l'effet de la gamification de l'effet de la nouveauté. C'est-à-dire que le participant, il vient dans une formation, il se sent un peu en vacances. D'ailleurs, on parle, au niveau légal, on parle de congé formation. C'est un congé pour la formation. Et donc, bah, congé, ça fait aussi un peu l'idée vacances, quoi. Et effectivement, c'est un trou dans son travail. Il va travailler le lundi, le mardi. Mercredi, jeudi, c'est sa formation. Il retravaille le vendredi. Bah, mercredi, jeudi, il se sent en vacances 2 jours. Il est hors de son travail. Il est hors de ses problèmes du quotidien, etc. Et ce qu'il veut, c'est vivre une expérience, effectivement. Et donc, comment on fait pour distinguer l'expérience de manière générale de l'expérience liée à la gamification en tant que telle? Et c'est quasiment pas possible de le faire, sauf si le même participant va utiliser le même outil dans plusieurs formations différentes et qu'il a l'habitude de faire des formations, etc., ce qui n'est jamais fait parce que c'est trop coûteux en termes de protocole expérimental. Et effectivement, ben ouais, les participants viennent vivre une expérience et, et en fait, tu vois, typiquement dans l'organisme de formation dans lequel on est, c'est important d'avoir les viennoiseries offertes le matin, d'avoir le repas du midi qui est offert parce que ça participe à l'expérience. Et ils en sont, pour eux, c'est important. Alors, attends, là, OK. Si je résume ça serait quoi les outils des formateurs Ça, c'est pas pour l'outil des formateurs, ça, c'est l'outil de l'organisme de formation. de OK. De l'organisme de formation, mais aussi, alors, attends, je vais faire un gros résumé pour voir si on a bien compris. Tu sais, on va dire que ça serait les points pour que, si toi, formateur qui m'écoute, veut qu'il y ait une bonne formation qui se crée, voilà ce qui pourrait se mettre en place. Euh, L'organisme de formation pourrait mettre des pains au chocolat, enfin, des trucs pour le petit déjeuner, des choses aussi pour le repas du midi. Ça, au moins, comme ça, tes participants, ils auront une expérience en plus, donc seront plus satisfaits. En plus de ça, il faut que toi, en tant que formateur, t'amènes de la nouveauté. Plus il y a de nouveauté, plus il y a un sentiment de satisfaction. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'il y a de la nouveauté que les personnes apprennent quelque chose à la sortie. Et la troisième chose qu'il faudrait qu'ils mettent en place, ce serait un climat d'apprentissage, mais aussi peut-être un climat de sécurité psychologique pour que les personnes puissent s'exprimer librement, pas se sentir brimées, et puis que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce que ça serait ça ou c'est vraiment un peu trop simplifié? Bah, en fait, tout dépend de ton objectif. Là, l'objectif, toi, ce que tu m'as décrit correspond exactement à ce qu'il faut faire si ton objectif, c'est de satisfaire les participants. Or, les formateurs, aujourd'hui, avec bah, la loi française, demande à ce qu'on valide la satisfaction et l'apprentissage des participants. Or, ça satisfait uniquement la satisfaction des participants. Pour ce qui est de l'apprentissage, il faut aussi qu'il y ait du contenu, hein. Enfin, je veux dire, là, Ah tout oui, ce que ça tu c'est as sûr. listé, il n'y a pas de contenu, mais Mais c'est quand même avoir un bon contenu. important Oui. de dire bah, il faut des apports théoriques et il faut aussi ce qu'on appelle, et ça c'est important, un conflit socio-cognitif. C'est un terme que j'ai découvert ce matin en lisant mes notes, j'avais complètement oublié. Un conflit socio-cognitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formateur, il a des connaissances euh, et le participant a des connaissances aussi, et il faut qu'il y ait un conflit entre les deux pour que le participant comprenne ce qui ne va pas dans ses connaissances initiales et le transforme en connaissances justes et ancrées dans sa mémoire, ce qu'on appelle un apprentissage. Et donc, il y a un conflit social parce qu'il y a plusieurs personnes et cognitif parce qu'on va mélanger les idées. Donc, c'est un mélange d'idées entre personnes qui permet l'apprentissage. Oui, donc ce Et qui ça, c'est voudrait. Vas-y. ouais, ça c'est important. Il y a Gaston Bachelard qui disait que un des problèmes qu'ont les professeurs à son époque, donc les enseignants de maintenant, c'est qu'ils considèrent que les élèves, les enfants, sont une page vierge. C'est-à-dire qu'on peut leur amener nos connaissances sans qu'ils bronchent parce que de toute façon, ils n'ont pas d'avis. En fait, tout le monde a déjà des avis sur les choses. Donc notre objectif en tant que formateur, enseignant, professeur, etc., n'est pas
de transmettre notre savoir, c'est de faire douter l'élève de son savoir avant de lui transmettre notre savoir. Parce que sinon, il n'est pas capable de l'intégrer, parce qu'il a déjà des connaissances. Mais comment est-ce que tu le fais pour le faire douter, justement? Surtout que quand on parle Par un de... conflit socio-cognitif, c'est par le Oui, débat. alors ça... Par le débat. Oui, c'est ça. Donc, ça serait emmené... Parce que moi, ce que je me dis, c'est que on est aussi beaucoup tous... Enfin, non, comment dire ça? C'est qu'il y a des personnes qui sont comme sûres de leurs croyances, de ce qu'elles connaissent. Et puis après, amener là ce débat-là, puis les faire réfléchir. Et puis en fait, eux, si c'est pour qu'après, ils disent, ah mince, peut-être que j'avais pas si raison ça les met aussi dans une position de vulnérabilité. Donc, comment est-ce que tu amènes ça pour justement qu'il y ait ce débat sociocognitif? Conflit Conflit socio-cognitif. sociocognitif. En fait, déjà, la personne n'est pas obligée d'être exposée. C'est-à-dire que rien que de débattre avec une autre personne fait qu'une personne qui est à l'écoute va réfléchir elle-même dans sa tête et se construire des choses différemment. Ensuite, c'est pas parce que tu es réactant sur le moment que tu vas pas après coup réfléchir les choses et modifier ta manière de penser par la suite. Des fois, ça prend du temps. Moi, je sais que personnellement, ça me prend beaucoup de temps de, de dire au début, non, non, c'est moi qui ai raison. Et puis au final, 2, 3 jours après, non, en fait, c'est vrai que c'était pas faux ce que tu disais, tu vois. Donc des fois, ça prend aussi du temps. Et puis, faire douter quelqu'un, bon, enfin, il ne faut pas non plus dire qu'il faut remettre tout ce qu'il dit en question. C'est évoluer ensemble. Donc, c'est le faire douter un peu, mais en même temps, soi-même douter. C'est-à-dire que le risque aussi, c'est que le formateur ait une posture trop haute en disant, moi, je sais et je vais t'apprendre. Et donc, bah, il faut que tu doutes parce que toi, tu as tort. Non, c'est plutôt comment on va co-construire ensemble à partir des données scientifiques ou des données du cours ou des données de ce que je dois t'apprendre pour que tu arrives à ton apprentissage. Et on parle de choses, enfin, essayons de prendre des exemples pour que ça parle, mais typiquement, la plupart des gens qui utilisent Excel, je vais vraiment prendre presque que des exemples d'Excel parce que c'est ce que je connais le mieux, mais en fait, les personnes qui ont déjà utilisé un peu Excel, c'est-à-dire quasiment tout le monde, on a quasiment tous utilisé un tout petit peu Excel, ont l'impression que c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est très abstrait, parce que il y a des cases à remplir, il faut mettre des égales pour faire des formules, machin. Moi, j'ai une formatrice avec qui j'ai pas mal sympathisé qui ramenait en cours tout le temps un classeur, un vrai classeur physique. Et en disant, bah voilà, vous avez un classeur, dans les classeurs, vous avez des onglets, dans les onglets, vous avez des fichiers. Et ben, le classeur, c'est Excel, les onglets, c'est les onglets, et les fichiers, bah, c'est les colonnes. Et en fait, elle revient systématiquement par cette métaphore à expliquer ce qu'est Excel grâce à ce classeur qu'elle montre systématiquement quand il y en a besoin. Et donc, ça fait douter les participants de ce qu'est Excel, parce qu'ils avaient une connaissance initiale de ce qu'est Excel, et ça allait faire transformer progressivement cette connaissance grâce à cette métaphore du classeur, à comprendre mieux ce que c'est qu'Excel, et donc à avoir plus envie de l'utiliser et avoir moins peur en fait d'Excel. Donc, tu vois, c'est pas uniquement faire des conflits du genre ce qu'est l'estime de soi, etc. C'est vraiment aussi des fois des choses toutes simples. Grâce à des métaphores, ça aide beaucoup les métaphores. Les fils rouges, ça aide beaucoup les fils rouges. Et donc, tout ça va aider Tu peux à expliquer avoir le des... fil rouge, qu'est-ce que c'est? Donc, les fils rouges, c'est l'idée de dire, ben voilà, si je veux apprendre sur Excel ce qu'est qu'un onglet, ce qu'est une fonction, ce qu'est un dollar, donc les valeurs absolues, ce qu'est un tableau croisé dynamique, etc., je ne peux pas juste apprendre une chose, puis apprendre une autre chose, puis apprendre une autre chose. Non, il faut d'abord que j'ai réfléchi à, je vais apprendre ce qui est au sein d'une même cellule, puis au sein de cette cellule, voir comment on peut créer plusieurs cellules, puis au sein de ces cellules, comment on va pouvoir créer un tableau, puis après ce tableau, comment on va pouvoir créer un graphique. Donc, c'est organiser les connaissances pour arriver, pour commencer au plus simple et arriver au plus complexe et faire en sorte que le participant ait une vision globale de ce qu'on voulait lui apprendre. Donc, le fil rouge, c'est l'organisation de toutes les connaissances qu'on veut apprendre à la personne. Il y a l'autre chose, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as abordé ou pas dans ta thèse, mais tu sais, la différence entre l'andragogie, donc la pédagogie pour adultes, mais je suis obligée de mettre le mot pédagogie, alors que la pédagogie, là, tu es plus sur l'enfant. Est-ce que tu as des différences là-dessus de la manière de mener les apprentissages pour que ça puisse fonctionner? C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, j'ai un avis personnel qui n'est pas forcément partagé par beaucoup de scientifiques. C'est qu'il n'y en a pas de différence. Alors, mon avis, c'est que les arguments qui sont le plus employés par rapport à l'andragogie, il y en a deux. Le premier, c'est que l'adulte apprend moins bien que l'enfant. Et le deuxième, c'est que l'adulte est plus motivé que l'enfant. En gros, enfin, tu me diras après toi ce que tu vois aussi comme autre différence, mais moi, c'est les deux différences
qu'on m'apporte beaucoup. Concernant le fait que l'adulte apprend moins bien que l'enfant, je dirais que c'est partiellement vrai et que les arguments qui sont utilisés sont pas forcément bons. On a une étude qui est parue il n'y a même pas 2 semaines, en mai 2022, parce que je sais que le podcast va perdurer un peu, en mai 2022, euh, qui a porté sur plus d'1 million, 1,2 million adultes entre 18 et 70 ans, et qui regardait non pas l'apprentissage, mais la vitesse de prise de décision. Et donc, les hypothèses des chercheurs étaient qu'il y avait un pic dans la vitesse de prise de décision à 20 ans et qu'ensuite il y avait un déclin de 20 ans jusqu'à 70 ans. Ce qui est la même chose que ce que l'on dit dans l'apprentissage, c'est qu'on est le plus performant pour apprendre à 20 ans et qu'ensuite on est de moins en moins bon. En fait, ils n'ont pas du tout observé ça, les chercheurs. Ils ont observé qu'il y avait juste un très léger déclin à partir de 60 ans et qu'il n'y a pas de pic. Donc, a priori, si c'est le cas pour la vitesse des décisions, pourquoi ce ne serait pas le cas non plus pour l'apprentissage? Moi, ce que je pense, c'est que les enfants apprennent mieux que les adultes, un petit peu, parce qu'ils ont un peu plus d'entraînement. C'est-à-dire que quand toute ta journée, tu es fait pour apprendre parce qu'on te donne sans arrêt des choses à apprendre, bah, tu es entraîné à apprendre, donc tu apprends mieux que quand tu passes ta vie à faire autre chose. Donc, quand tu dois prendre 2 jours pour apprendre, tu n'as plus forcément l'habitude. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une différence. Je ne pense pas que ce soit une différence liée à de l'andragogie. Je pense que c'est une différence qui est liée à de l'entraînement. Pour ce qui est de la motivation, euh, j'avais un truc qui montrait que je vais essayer de le retrouver, mais l'idée, c'est que la majorité, voilà, je l'ai. 80% des employés et travailleurs manuels suivent des formations uniquement à l'initiative de l'employeur. 40% des cadres choisissent leur formation. Donc même chez les cadres, il n'y a que 40% qui choisissent leur formation. Quand la majorité des gens qui vont en formation n'y vont pas parce que c'est leur choix personnel, je ne suis pas convaincu qu'ils soient plus motivés que des plus jeunes. Donc moi, je pense aussi qu'à ce niveau-là, l'idée de motivation, d'autodétermination, du fait que la personne a choisi et donc est plus motivée pour apprendre, j'y crois pas trop non plus. Voilà. Après, j'ai pas d'avis clair dessus, hein. Ça se trouve, je peux me tromper, mais C'est parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai entendu sur l'andragogie, par exemple, c'est que avec un adulte, pour qu'il puisse mieux apprendre, qu'il soit plus engagé, il faut que toi, en tant que formateur, tu lui dises pas, OK, pendant la première heure, on va faire ça, dans 1h30, on va faire ça. Tu sais, comme vraiment là, on traite plus comme un adulte responsable. Ça, c'était une des premières choses. La deuxième chose que j'avais vue, c'était qu'il fallait qu'ils se sentent libres dans la formation, tu sais, ça ne va pas être comme un enfant, tu veux dire quoi faire exactement, à quel moment, puis ça va être comme ça, et puis hyper cadré. Et il me manque une troisième chose que je n'ai plus en tête, que je voulais te partager, mais ça va sûrement me revenir. Mais c'est c'est pas plus grave, je peux sur la répondre phase. pour les 2 premiers. Alors, Pour vas-y. pour ce qui est de la durée, alors il y a 2 choses. Déjà, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour les enfants. Globalement, on aime bien se sentir. En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a des différences interindividuelles Enfin, en fait, dans ce que tu dis, c'est ça qui me pose un petit peu de souci, c'est qu'il y a des gens, eux, leur truc, c'est de se laisser guider et ils sont au début de la formation, ils viennent pour vivre une expérience, ils se laissent guider du début à la fin. Il y a des gens qui viennent en formation, ils ont lu le programme de formation, ils se sont déjà renseignés dessus, ils ont regardé qui était l'intervenant, ils l'ont espionné sur LinkedIn pour voir qui c'était, etc. Et donc, en fait, tu vois, déjà, rien que là, c'est compliqué de dire les adultes, il ne faut pas leur donner exactement des horaires précises parce qu'ils aiment moins bien que les enfants. C'est ça que tu disais, hein, c'était dans ce sens-là. Ça va, ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de différences entre les gens que pour moi, ça me paraît un petit peu bizarre de postuler ce genre de choses-là. De l'autre côté, moi, ce qui m'interroge derrière, c'est typiquement, j'imagine, revenir sur Calliope derrière, mais Calliope impose. Donc, Calliope, c'est une certification publique française qui est en train d'arriver et qui va obliger les organismes de formation à utiliser un certain nombre d'indicateurs liés à Calliope pour pouvoir disposer du marché public français, donc pour pouvoir donner des formations au secteur public. Et dans Calliope, on oblige les formateurs à dire pendant un quart d'heure, je fais ça, pendant 1 heure, je fais ci, telle activité doit durer tant de temps, etc., etc.
Donc, est-ce que ça s'est donné aux participants? Il y a des formateurs qui le donnent aux participants, des formateurs qui ne le donnent pas. Moi, je pense que ça dépend du formateur plus que du participant en tant que tel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à la fois pour les étudiants, enfin, à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes, il faut s'adapter. Et ça, c'est un vrai point d'importance, c'est que, ben, en fait, dans ta formation Excel, tu peux passer un quart d'heure sur les valeurs absolues, mais si tu as besoin de passer 3 heures sur les fonctions, au lieu de deux, ben, il faut passer 3 heures sur les fonctions, parce que tant que c'est pas acquis, comment après ils peuvent faire un tableau croisé dynamique s'ils n'ont pas les bases? Donc, pour moi, l'idée, c'est pas de donner des durées ou pas. L'idée, c'est d'être capable, en tant que formateur, de s'adapter aux participants en fonction de leurs besoins durant une formation spécifique. Sur la liberté, ça me paraît être un peu la même réponse à apporter. L'enfant a besoin de liberté pour expérimenter et pouvoir se tromper. Et dans le même temps, il a besoin aussi d'être guidé pour aller dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que tu as une ligne droite et cette ligne, il y a des possibilités d'évolution par rapport à cette ligne, mais il ne faut pas trop dévier. Si tu dévies trop, ben, tu apprendras pas correctement. Si tu es uniquement sur cette ligne, ben, tu ne sauras pas exactement, toi, personnellement, ce qui est ton propre style, ce que tu dois apprendre, ce que tu dois pas apprendre, etc. Donc, il faut une marge de manœuvre par rapport à une ligne droite. Et ça, c'est valable pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. C'est le principe même de l'apprentissage. Tout à l'heure, tu disais que scientifiquement, il y avait pas tout le monde qui était d'accord sur la différence par rapport à ce qu'on disait là, par rapport à l'andragogie puis la pédagogie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces désaccords-là, qu'il n'y ait pas de consensus scientifique par rapport à ça? Bah, à mon avis, c'est principalement le fait qu'il n'y ait pas tant d'études que ça qui sont faites sur des formations professionnelles. En fait, il faut comprendre quand même que la recherche est quand même peu financée et donc la plupart des chercheurs utilisent ce qu'on appelle une population de complaisance, un échantillon de complaisance, c'est-à-dire en gros leurs propres élèves. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux quand tu es à la fac, chercheur à la fac, d'utiliser tes propres élèves pour faire tes recherches. Donc l'immense majorité des recherches sur l'apprentissage sont faites sur une population d'étudiants entre 18 et 25 ans. Et ça emmène beaucoup de billets aussi, puis Oui, oui, oui. ouais, Après, c'est quelle volonté on a de financer la recherche, hein, c'est comme partout. non, c'est Donc, sûr. on fait avec ce qu'on a aussi. Il y a autre chose que tu avais apporté que j'avais trouvé vraiment intéressant, que je reviens sur ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, sur le fait de c'est pas parce qu'on est content de notre formation qu'on a appris quelque chose. Moi, quand tu avais dit ça, ça m'avait vraiment fait penser, tu sais, je sais pas si tu connais Tony Robbins, si tu vois ce qui Non. c'est. Tu sais, c'est vraiment les coachs en motivation, où tu vas Ah. aller là-bas et puis ils vont être là, oui, je suis sûre, vous allez tous réussir. Et puis tu ressors de là et puis tu as l'impression que tu as appris plein de choses sur toi, tu es tellement content, tu es heureux. Puis une semaine plus tard, un mois plus tard, tu vois que la personne, elle est toujours au même niveau et qu'il n'y a rien qui a évolué. Puis c'est ça. Moi, ça m'avait fait penser à ça quand tu me disais que ben, quand on ressort content d'une formation, c'est pas forcément qu'on a appris Mm. quelque chose là-dessus, mais ça nous donne cette impression-là. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression, soit dans les formations, d'avoir appris quelque chose alors qu'on n'a pas forcément appris quelque chose, on a juste le sentiment d'avoir appris et on est vraiment juste heureux. Et c'est pareil dans ce genre de coach là qui te forme des gros trucs comme ça où tu te ressens comme super bien à la fin. Enfin, tu te sens, oui, c'est ça, tu te sens super bien à la fin de cet événement-là. Puis, tu sais, ça fait penser aussi la même chose en fait. Tu vas dans un stade de foot par exemple, et puis là, il y a tout le monde qui crie, il y a toute cette ambiance, tu ressors de là, tu es vraiment satisfait, tu es content. Moi, j'ai l'impression que tout ça c'est un peu Mm. la même chose en fait. C'est juste le sentiment de groupe qui t'amène à là. Est-ce que c'est pareil pour les formations? Oui. Oui. Ok. Non, mais effectivement, pour l'idée, par exemple, dans les formations de développement personnel, parce que là, c'est de ça dont il s'agit, hein, ce dont tu parles, euh, une chose qu'il faut faire à la fin des formations de développement personnel, c'est prendre un temps pour réfléchir au transfert de ce que tu as appris, à savoir dire, voilà, là, on vous a parlé effectivement de comment être motivé, comment motiver des gens, OK, qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans la prochaine semaine et qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans les prochains mois pour modifier l'état de votre entreprise une fois que vous êtes rentré dans l'entreprise. Alors, ça peut être faire une réunion spécifique où on parle des problèmes.
Voilà, typiquement, on va parler des problèmes, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Ça peut être prendre du temps pour discuter avec telle personne pour laquelle j'ai eu des relations difficiles à ce moment-là, lui expliquer mon ressenti par rapport à ça, lui permettre lui aussi d'exprimer son ressenti. En fait, c'est vraiment réfléchir à la fin de la formation à ce qu'il y ait une utilité pratique à la fin. Or, là, j'imagine que toi, ce dont tu décris, là, ce Robin, tu sors de là, en fait, tu sais pas ce que tu fais après. Donc, c'est vraiment réfléchir à ça. Il y a un truc qui pourrait aider les auditeurs, ça s'appelle le WOOP Effect, WOOP. Vous trouvez sur Internet WOOP, tout bêtement. Et en fait, c'est Wish, Outcome, Obstacle et le C, j'ai oublié. Le P, c'est plan, pardon. Et donc, l'idée, c'est de dire quel est mon souhait, Wish, quels sont quel est mon objectif par rapport à ce souhait, quels sont les obstacles que je vais rencontrer pour réaliser ce souhait, et quel est mon plan. Et le plan, c'est toujours, s'il se passe tel obstacle, alors je vais faire ceci. Et ça, c'est une manière simple de modifier un comportement. On utilise ça, par exemple, pour les personnes qui veulent arrêter la cigarette, c'est le genre de choses qu'on utilise, mais on l'utilise aussi en entreprise pour modifier un état de fait qui ne se passe pas bien. Et ce WOOP, on l'utilise souvent à la fin des formations en développement personnel pour essayer de modifier un état de fait des comportements, soit de la personne, soit de l'environnement de la personne par la suite. Voilà. Et c'est des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, c'est Goldwitzer et je ne sais plus qui, mais ça se trouve sur leur site. Donc voilà. Voilà, et c'est très facile à utiliser et c'est facile à mettre en place. Une demi-heure à la fin de la formation, ça permet de mettre ça en place. Concernant l'apprentissage, donc là, on a vraiment parlé du fait que, bah oui, il y a des formations, à la fin, tu es tout content, tu es tout joyeux, mais tu ne sais pas quoi faire. Donc j'ai proposé une solution. Souvent, les formations, on a appris beaucoup de choses. Quand on ressort de cette formation, on n'est pas du tout joyeux. Souvent, on est vanné. On n'en peut plus. On est à bout parce qu'on a appris plein de choses en connaissance et on se dit comment je vais faire pour mettre tout ce que j'ai appris une fois que je suis rentré au travail. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre en pratique, une fois qu'on est retourné au travail, aller 20%, 30% de ce qu'on a appris parce que en fait, il y a trop de trucs et il y a plein de détails qu'on a oubliés, il y a plein de procédures qu'on a oubliées. C'est pour ça qu'il y a deux choses à respecter, je pense, dans ces formations-là. La première, c'est d'apprendre à la personne à chercher par elle-même ses solutions. C'est-à-dire que c'est bien de lui avoir appris durant la formation, mais c'est comment derrière, il va pouvoir retrouver ce qu'on a appris. Voilà. Et l'idée, c'est déjà qu'il ait pu prendre des notes pendant la formation s'il en a besoin, mais aussi qu'il cherche sur Google. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas suffisamment à tout le monde, c'est à apprendre sur Google. Ça, je pense que c'est vraiment important, tu vois, d'aller faire des recherches, aller pouvoir trouver sur YouTube des tutos, d'aller, voilà, toutes ces choses-là. Et la deuxième, c'est de dire, est-ce que ces 20 ou 30% que la personne a retenu une fois qu'elle est retournée dans son entreprise, est-ce que ça a un retour sur investissement suffisant? C'est-à-dire, est-ce que ça a servi suffisamment l'entreprise pour avoir justifié la formation? Et ça, c'est très, très rarement mesuré. Voilà. Comment est-ce qu'il faudrait le mesurer? Enfin, c'est rarement mesuré, c'est sûr. Mais parce qu'habituellement, on finit une formation, la façon de le mesurer, c'est avez-vous été satisfait? Je pose dans les questions, tu as aussi qu'est-ce que vous avez appris, avec quoi vous ressortez, puis tu as comme ça Ouais. 5-6 questions. Sauf que tu vois, déjà, rien que de faire ça, c'est même pas mesurer l'apprentissage. C'est mesurer l'apprentissage perçu à chaud. C'est-à-dire, la personne te dit ce qu'elle pense avoir appris et directement après. On ne lui pose pas cette question-là 3 jours après, on lui pose la question à la sortie. Et ensuite, on ne mesure pas directement ce qu'il a appris, par exemple avec un quiz, vrai, faux, mais on lui demande son ressenti. Donc déjà, tu vois, c'est un problème. Et il faudrait le mesurer comment, l'apprentissage? L'apprentissage, ça se mesurerait. Alors, en fait, le problème, c'est tu apprends quoi? C'est ça déjà un principal, un principal problème. On dit qu'il y a les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Concernant les savoirs, tu peux le mesurer avec des quiz, effectivement, c'est-à-dire des vrais faux. Est-ce que tu connais, est-ce que tu ne connais pas? Pour ce qui est des savoir-être, ça ne se mesure pas trop, hein. C'est très compliqué de mesurer des savoir-être. Savoir si la personne est plus expressive, assertive ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. Ça peut se mesurer avec des grilles d'observation. Des grilles d'observation, mais ça sur la longueur au final, si c'est des grilles d'observation. Tu Sur pourrais la pas le longueur. mesurer Ce qui se pendant ta fait formation. principalement, c'est souvent le manager. On demande au manager si la personne qui a été en formation est plus assertive, si il a l'impression que cette personne est plus assertive, a pris plus la parole, etc. Et pour les savoir-faire,
ben là, pour le coup, ça se mesure aussi sur la longueur, de savoir typiquement si la personne sait utiliser Excel après ou pas. Voilà, une personne qui ne sait pas du tout utiliser Excel, elle ressort de formation, elle sait l'utiliser, tant mieux. Et c'est de savoir si elle est capable de faire des tâches supplémentaires par rapport à ça. C'est, je pense, un peu plus facile à mesurer que des savoir-être. Ça mériterait quand même un peu plus de réflexion et un peu plus de détails en fonction du type de savoir-être, de savoir-faire et tout. Là, je te donne vraiment une vision d'ensemble, là, à chaud, quoi. Ouais, donc pour pouvoir mesurer correctement une formation, ça serait la mesurer à chaud, puis à froid, donc une semaine, un mois, 6 mois plus Tout tard. dépend de qui a besoin de la mesurer et pourquoi. À mon sens, les entreprises ne mesurent pas suffisamment les bénéfices, les conséquences d'une formation pour eux. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent dans les formations parce que légalement, ils sont obligés. Et donc, ils s'en fichent un petit peu de savoir si ça leur rapporte ou pas, parce que de toute façon, ils devront mettre la même somme. C'est un peu ça le souci. Mais s'ils n'étaient pas obligés de mettre ces sommes et que ils devaient faire attention à qui ils le donne et comment ils le donnent, etc., à mon avis, ils mesuraient un peu mieux le retour sur investissement, par exemple. Derrière, l'organisme de formation, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient contents. Donc, eux ne mesurent que la satisfaction et très peu l'apprentissage, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens reviennent chez eux et qu'ils aient passé un bon moment. Donc, voilà. Oui, clairement. Tout à l'heure aussi, tu me parlais de formation en développement personnel. Qu'est-ce que tu penses de ce type de formation? Et non, l'épisode avec Adrien ne s'arrête pas là, car après cette question, je vous avoue qu'on a beaucoup dérivé de notre sujet principal. Impossible de ne pas vous le partager, car c'était un échange passionnant. On a parlé de développement personnel, des questionnaires de personnalité comme le MBTI ou encore le DISC, de la PNL aussi, mais à la fin, on est quand même retombé sur nos pattes en revenant sur le sujet de la formation professionnelle. Mais vous allez voir que tous ces sujets vous concernent et concernent aussi le monde de l'entreprise. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, des pouces en l'air, des commentaires et à partager l'épisode. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître 5SF RH. Allez.